Très bien. Alors, avant de commencer, le premier truc que je vais vous proposer, c'est que je vais vous faire gagner un t-shirt Zenica que vous allez pouvoir prendre sur la boutique. Donc, je vous laisse aller à cette URL-là. Les lettres, c'est un peu bizarre. C'est qui veut gagner des canards, c'est les initiales. Et il va y avoir un petit jeu, il va y avoir quelques questions. Et on va lancer les questions au fur et à mesure. Et donc, le plus rapide aura le droit de repartir avec son bon pour un t-shirt. Pendant que vous êtes en train d'aller sur cette application-là, donc vous allez voir, il y a un salon déjà ouvert, vous n'avez plus qu'à rejoindre. Je vais faire la partie que généralement personne n'écoute parce que ça n'intéresse pas grand monde. Je vais parler de moi, donc je suis, comme ça a été annoncé, je suis développeur... Ah, le micro marche pas? Si, la micro. 1, 2, 1, 2. C'est bon? Non, il faut un micro. C'est celui-là. C'est celui-là? Ça, c'est juste pour enregistrer en fait. D'accord, ok. Donc il faut que je mette ça aussi. Hop. Voilà, là c'est bon, on m'entend? Non, toujours pas? Mute, là. Ah, ouais, je m'entends un petit peu aussi. Très bien, bon, j'ai les poches chargées. Donc voilà, donc je suis formateur, je suis aussi à côté de mon travail Zenica, ça n'a pas été annoncé tout à l'heure, organisateur de BDX.io, l'équivalent du Snowcamp à Bordeaux, et aussi organisateur du Google Developer Group à Bordeaux. Ok, donc le contenu de notre présentation, ça va être les différents démons des enfers qui vont essayer d'être là pour vous tenter et puis vous dire le CSS c'est nul, c'est trop compliqué et on n'y arrive pas. Le premier démon, ça va être le support des vieux navigateurs. Alors, premier chiffre que je vous donne, 1,57%. 1,57%, c'est le nombre d'utilisateurs qu'il y a d'Internet Explorer dans le monde. Donc, c'est peu. Vous allez vous dire, il va encore rester des utilisateurs à capter. Il faut savoir que ces utilisateurs d'Internet Explorer, donc 1,57%, c'est moins que les utilisateurs qui ont besoin d'accessibilité. En France, on compte environ 1,5 million d'utilisateurs sur 67 millions d'habitants, donc ça représente 2,23% de Français qui ont besoin qu'on mette en place l'accessibilité. Donc plus que les utilisateurs d'Internet Explorer, pourtant vous avez peut-être des entreprises qui vous forcent encore à le supporter. Donc ça peut être un premier argument que vous avez, et si on parle d'accès à Internet, là on monte à 3% de Français qui auront un accès à Internet et qui ont besoin qu'on mette en place l'accessibilité. Alors ça c'est un petit peu compliqué à faire comprendre aux entreprises. La deuxième chose qui se passe avec ce point-là, c'est que les grands groupes, Facebook par exemple, pour les citer, ils ont complètement abandonné le support d'Internet Explorer. Google, le support est limité chez eux. Ils vont dire que effectivement, si ça marche pour vous, tant mieux. Mais ça ne marche pas, c'est pas notre problème, vous avez un navigateur qui est trop vieux et donc il faut le changer pour en avoir un peu plus récent. La deuxième chose, c'est que donc, les versions d'Internet Explorer de 6 à 10 ne sont plus supportées depuis le 12 janvier 2016. Donc ça fait plus de 4 ans maintenant que c'est plus supporté, il n'y a plus de mise à jour de sécurité, ce qui veut dire que simplement vous êtes sensible avec toutes les failles qui peuvent être découvertes, notamment les ransomware. On a beaucoup entendu parler il n'y a pas longtemps. Donc en fait, supporter Internet Explorer, c'est encourager votre entreprise à se faire bloquer les données par un pirate mal intentionné parce que les failles ne seront pas corrigées. Et les ransomware, vous avez peut-être vu ça dans les news, c'est des millions et des millions en coûts que ça a pu coûter à certaines entreprises qui se sont fait avoir. Donc pour résumer, le fait de supporter Internet Explorer, c'est sacrifier justement la sécurité avec les rançongiciels en français. L'accessibilité devrait être devant, il y a plus de cibles en accessibilité, mais vous allez quand même vous dire on va cibler les utilisateurs de Internet Explorer, ça n'a pas forcément de sens dans l'ordre des priorités pour avoir des clients. Et enfin, même les grands groupes, vraiment les plus grands groupes ne le font plus, je n'en ai cité que 2, mais il y en a bien plus. Là vous allez me dire, oui c'est bien, mais il n'y a pas que des problèmes avec IE. Comment est-ce qu'on supporte les autres navigateurs? Un mot, autopréfixeur. Autopréfixeur, ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser une bibliothèque qui s'appelle PostCSS, qui est une bibliothèque JavaScript qui va permettre de parser le CSS, l'analyser, et en complément avec BrowserList, qui est une autre bibliothèque qui va donner l'ensemble de toutes les fonctionnalités disponibles suivant les navigateurs et suivant les versions des navigateurs, il va être capable de vous mettre à jour automatiquement votre CSS en rajoutant tous les -moz, -webkit, toutes les anciennes formes de CSS que vous pouvez avoir qui ne sont plus compatibles, mais qui pourraient être utilisées par l'un de vos clients.
Donc ça, c'est automatiquement inclus dans pas mal de vos frameworks. Si vous utilisez React avec React Tracta par exemple, vous n'avez pas de problème, c'est déjà inclus. Si vous utilisez Nuxt par exemple avec Vue, c'est la même chose. J'imagine que c'est la même chose avec Angular. Moi je ne développe pas sur Angular donc je ne sais pas trop. Mais voilà, la plupart des frameworks l'ont directement inclus. Si jamais vous êtes dans un cas où vous n'utilisez pas un framework, ce qui peut arriver, vous allez avoir d'autres possibilités. Il y a une intégration Gulp, il y a une intégration Grunt, il y a une intégration Webpack. Donc quel que soit votre système de build, vous allez trouver une solution pour pouvoir appliquer autopréfixeur automatiquement. Et enfin, dans les recommandations de Google sur le développement d'un site, donc ils ont tout un site avec plein d'informations, Google vous dit utilisez autopréfixeur, c'est simple, ça marche super bien et ça répond à 95 au moins des problèmes que vous pourriez rencontrer justement au niveau de ces préfixes-là. Ok, donc si on résume, vous utilisez un framework, vous ne réfléchissez pas, tout est déjà prévu automatiquement, et sinon vous avez juste à rajouter une passe d'autopréfixeur, ça prend vraiment peu de temps, vous regardez comment installer la librairie dans votre environnement, et vous allez avoir très facilement l'ajout de ces propriétés qui va se faire. Ok, vous êtes tous inscrits sur le quiz, donc on va passer à la première question. Vous êtes tous prêts, donc c'est un concours de rapidité, il faut répondre juste et rapidement. Vous avez 10 secondes pour la première question, vous êtes prêts et c'est parti. Elle devra arriver sur vos téléphones. Ok. C'est fini, on va passer à la section suivante. La section suivante, c'est bah oui, quand on fait du CSS, on met des importantes partout, il y a des héritages, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Alors, pourquoi est-ce qu'on met du important? C'est généralement, on ne sait pas, on ne connaît pas exactement comment fonctionnent les propriétés du CSS, comment fonctionne la priorisation. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est le base 99. Vous connaissez le base 16, le base 10, le base 8, le base 2. Est-ce que vous connaissez le 99? Probablement pas. Le CSS, c'est de cette manière que ça fonctionne. Comment exactement? Alors on va avoir dans un premier temps tout ce qui va être unité. Les unités, ça va être les éléments HTML. Dès que dans votre CSS, vous mettez un div, ça va compter comme une unité. Quand vous mettez un attribut, comme vous pouvez avoir avec le type texte ou le disable, ça va être aussi une unité. Ensuite, on va passer aux dizaines, donc ça va être les classes, comme ici par exemple .disable et .snowcamp. Ensuite, les centaines, ça va être tout ce qui va être ID. Et enfin, les milliers, ça va être le style inline que vous mettez directement dans votre markup HTML. Donc, si jamais il y a une égalité au niveau des scores que vous allez mettre, c'est le dernier qui prendra la main. Alors qu'est-ce que ça représente? Parce que là c'est un petit peu abstrait. On va voir un premier exemple. Je vais avoir une classe CSS qui est très très longue, qui est incompréhensible, c'est pas les bonnes pratiques, mais c'est pour l'exercice. On va avoir contact, dièse contact, .navbar, dièse Twitter, span, .snowcamp et une petite flèche avec un A. Qu'est-ce que ça va donner justement par rapport à ça? Eh bien on va avoir deux ID, donc 2, deux classes 2 et deux éléments HTML, donc 2 aussi. Donc en fait, son score c'est 2, 2, 2 au niveau de la priorisation, 222. Deuxième exemple, dièse contact, dièse navbar, dièse Twitter, span A. Là on n'a pas de classe, on va être sur 302. Suivant, snowcamp, assez facile, vous avez une idée 10, effectivement. Voilà, et enfin, .snowcamp active. 20, exactement. Voilà. Et donc, à partir du moment où il y en aurait deux qui auraient la même valeur, bah, ce sera bien la dernière des deux dans l'ordre de votre CSS qui passera en priorité. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir, on va voir le style inline qui va gagner par rapport aux ID, qui lui-même va gagner par rapport aux classes, qui lui-même va gagner par rapport aux tags. Si jamais, dans notre CSS, à ne surtout jamais faire, vous mettez 100 tags, et ben ce sera égal à une classe. Si jamais vous mettez 100 classes, ce sera égal à un ID. Bon, évidemment, si vous faites ça, vous perdez complètement la lisibilité de votre CSS, donc c'est pas une très bonne idée. Ils ont mis ces valeurs-là pour que vous soyez complètement tranquille. Ok, donc là c'est bien, on sait maintenant comment fonctionne le système de poids. Le problème, c'est que derrière, comment est-ce qu'on va organiser ça? Alors je vais vous parler d'une méthodologie qui s'appelle BEM. BEM pour Block Element Modifier. Ça permet de structurer le CSS et d'éviter toutes les collisions que vous pourriez avoir avec votre CSS. Alors comment ça fonctionne? BEM, donc on a dit que c'était Block Element Modifier. Block, ça va être un nom pour
un ensemble d'objets, quelque chose, un concept que vous essayez d'intégrer. Dans les exemples que je vous mets ici, il va y avoir menu. Donc forcément, notre menu, il va avoir des liens à l'intérieur, peut-être un logo, il va y avoir plein de choses. Mais le menu, ça va être notre bloc principal. Pareil, drop-down, modal, etc. etc. Ça, c'est vous qui développez votre site et qui savez ce que vous êtes en train de développer comme composant. Ensuite, il va y avoir l'élément. L'élément, c'est à l'intérieur de ce premier bloc, quel est l'élément que je cible. Donc, par exemple, dans un menu, on va avoir un lien. Donc, on va avoir l'élément link. On va voir après comment les arranger ensemble. Et enfin, le modifieur. Donc ça va être une variante. Ici, je vous ai mis active, disable ou success. Si on a par exemple un bloc qui va afficher un message d'alerte, et ben, le success, ça va l'afficher en vert. Le error, ça va l'afficher en rouge. Warning en orange, etc. Enfin, vous déclinez comme vous voulez. Une fois qu'on a conceptualisé notre document de cette manière-là, on va assembler tout ça ensemble. La manière dont on assemble ça, c'est qu'on va mettre point bloc, on n'utilise que des classes en BEM, donc le nom du bloc, ici qui s'appelle bloc, vous avez les exemples en dessous. On va pouvoir mettre éventuellement un élément, pas forcément, parce que si c'est l'élément qui est tout en haut de votre hiérarchisation HTML, il n'aura pas d'élément. Et on peut mettre un modifieur à la suite avec ou sans élément. Donc vous avez les 4 exemples qui sont faits en dessous et qui vous permettent de combiner en fait, les différentes manières d'afficher, de créer une classe BEM. Alors, à quoi ça ressemble dans la vraie vie? On va avoir tout un élément qu'on essaie d'intégrer. Ici, j'ai choisi un élément drop-down. Le drop-down qui va lui donner la classe, les informations qui sont liées au drop-down, et le active qui va faire tout le nécessaire pour dire qu'il est bien actif. Peut-être le passer de display none à display block, par exemple. Ensuite, on a le wrapper, des items, etc., etc. On a un lien qui est désactivé parce que c'est une fonctionnalité que l'utilisateur n'a pas payée, donc on ne veut pas que ce soit stylé exactement de la même manière, etc., etc. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de fonctionner exactement à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire, de se dire, on va faire d'abord le markup HTML, et ensuite je vais faire mon style à partir de ça. Là, on va fonctionner dans l'autre sens, on va se dire, j'ai besoin d'avoir différents blocs, je vais organiser mes noms, mon nommage, je vais créer ma syntaxe HTML, et je garde mes CSS. Dans les règles qu'on va avoir aussi, ça va être d'avoir le moins de modifieurs possible. L'idée, c'est d'en garder au plus 1. Si vous êtes vraiment coincé, vous pouvez aller même jusqu'à 2. Mais l'idée, c'est d'avoir une seule classe par élément, plus un modifieur éventuellement. Voilà. Donc, conclusion par rapport à BEM. Donc, BEM, la syntaxe, c'est bloc _ element -- modifieur pour créer le nom des classes. Il faut que dans notre BEM, on ait le nom minimal de modifieur pour éviter de ne pas trop savoir d'où vient la modification et tout. On reste sur les données qui vont être présentes à l'intérieur d'une seule classe. Et grâce à ça, vu qu'on a le principe de bloc, on n'aura plus aucune collision sur le CSS. Il n'y aura plus, bah ouais, mais cette classe-là, elle écrase mon truc ou quoi que ce soit. Là, chaque élément HTML a sa propre classe. Donc ce que vous venez d'inventer là en voyant BEM, c'est les composants. Si vous faites du React, du Vue ou de l'Angular, vous venez de recréer un composant, mais là uniquement avec du HTML et du CSS. Le point négatif qu'il va y avoir avec BEM, c'est que potentiellement ça peut augmenter un peu la taille de votre CSS. Donc ça peut être un peu une problématique. Mais au final, si vous le minifiez, que vous gzipez et que vous servez le fichier comme ça, il y a peu de chances que l'impact soit très important. À l'inverse du JavaScript, où le temps de traitement du JavaScript, par exemple, de votre application, va être beaucoup plus lourd. Là, ça reste vraiment marginal. Vous avez, si jamais ça vous intéresse, un lien dans la description en bas. Je mettrai les slides disponibles sur Internet pour vous renseigner un petit peu plus sur BEM, comment ça fonctionne. Ok, quiz time. Alors, la question, quelle règle CSS prendra la priorité? Et c'est un petit peu bugué, j'ai l'impression. Mes questions terminées, vous l'avez? Non? Si c'était bon? Ok, bon, c'est juste mon interface qui a foiré, donc tant mieux. Très bien, on enchaîne, le démon suivant. Le démon suivant, c'est on fait du CSS et on essaye de faire un truc un petit peu joli et c'est juste hyper lent, ça rame dans tous les sens. Donc on va parler de la lenteur des animations. En fait, ce qui se passe en CSS, c'est que de base,
il y a certaines propriétés qui sont par défaut optimisées. Donc la première propriété dont on va parler, c'est transform. Transform, elle a plusieurs valeurs possibles. On va pouvoir modifier plusieurs choses. Donc l'élément, on va le prendre et on va lui appliquer un translate par exemple. On va décaler l'élément ici vers la droite, mais on peut le faire suivant l'axe des x, l'axe des y et voire même l'axe des z. On va pouvoir faire une rotation. On va pouvoir faire un scale. On va pouvoir agrandir notre contenu. Un truc bizarre qui s'appelle skew, la distorsion, qui va permettre d'obtenir une forme un peu plus parallélépipède que rectangulaire. J'avais visé le mot avant de venir. Et on va avoir matrix. Alors bon, ça c'était pour la petite blague. Matrix, en fait, c'est si vous êtes bon en maths. Pour le coup, je ne peux pas vraiment vous expliquer parce que moi, mon niveau de maths, il est à ras et pâquerettes. Mais si vous voulez aller vraiment plus loin dans la transformation, vous pouvez utiliser des matrices et faire quelque chose de très très avancé. Si vous êtes fort en maths, et sinon vous vous faites aider de quelqu'un qui a fait un doctorat en mathématiques. Donc ça, c'est pour la partie transform. Il y a d'autres propriétés qui sont optimisées. Donc il va y avoir l'opacité. On va réduire l'opacité de notre élément. Et enfin, une propriété que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle filter, qui va pouvoir permettre de faire des transformations d'image. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la teinte de l'image avec du CSS. C'est très avancé. En production, je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois, et pour un cas vraiment très très marginal. Il y a peu de chances que vous l'utilisiez, mais en tout cas, ça existe. Si jamais ça vous intéresse et que vous avez des problématiques sur certains aspects. Ok, c'est très bien. On a vu qu'il y avait 3 propriétés transformées, mais le problème c'est que dans quelques cas de figure, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'utiliser une propriété qui ne fait pas partie de celle-là. Alors comment on va faire? Il y a une nouvelle propriété CSS qui s'appelle willChange, où en fait on va avertir le navigateur qu'il va y avoir des changements sur les propriétés qu'on aura précisées en paramètres. Donc l'idée ici, c'est de mettre à l'élément un tout petit peu avant l'animation, lui mettre la classe during animation qu'on va avoir au-dessus. On va lui dire que les propriétés qui vont changer, ça va être left et top. En réalité, il y a aussi transform, j'aurais dû le rajouter, mais là, pour l'exemple, j'ai gardé 2 propriétés. Et ensuite, une fois que cette classe a été ajoutée, on va pouvoir passer à l'initial state, mettre le class d'initial state, puis la classe du final state. Et l'animation va être beaucoup plus fluide parce que le navigateur se sera préparé à faire quelque chose de performant avec une propriété qui ne l'est pas nécessairement de base. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres moyens de faire des animations qui vont être accélérées. Ça va être les keyframes. Les keyframes, ça permet de définir une suite d'actions, c'est encore plus puissant, parce que ici j'ai utilisé juste 0 et 100%, mais on va pouvoir mettre plein d'étapes intermédiaires. J'aurais pu mettre 0%, 1%, 2%, 3%, etc., etc., pour arriver à avoir le contenu que je veux. Derrière, ça va s'utiliser avec la propriété animation en CSS. Si vous voulez creuser un petit peu comment ça marche, je vous laisserai le faire. Je vous fais l'introduction principalement aujourd'hui. Et ça va vous permettre aussi d'avoir de l'optimisation qui va être faite sur ce genre de choses côté navigateur. C'est le navigateur qui se charge pour vous d'optimiser les choses. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez vouloir vérifier qu'est-ce qui est faisable. Et vous allez pouvoir utiliser les DevTools. Je vous présente les DevTools de Chrome ici. J'ai aucun doute qu'il y a la même chose sur Firefox par exemple. Et vous allez voir plein de petits points bleus qui vont être là sur le document. Ces points bleus, c'est tout le travail qu'aura fait le navigateur pour essayer de faire du re-rendu au niveau de notre document. Et forcément, là il y en a énormément, c'est beaucoup trop, et il va y avoir des lenteurs associées. Donc les DevTools, grâce à la partie performance de l'application de DevTools, vous allez pouvoir vous dire, oui effectivement, cet élément-là, il est pas bon, il va falloir que je retravaille mon animation pour essayer de la rendre plus fluide. Ok, donc pour résumer, on va avoir 3 propriétés optimisées, Transform, Opacity, Filter. On va avoir willChange dans le cas où on n'a pas le choix d'utiliser une autre propriété. On va avoir les keyframes quand c'est une animation qui est plus complexe. Et enfin les DevTools qui vont nous permettre d'analyser comment ça se passe réellement. Je vous ai mis aussi un petit lien en bas qui s'appelle CSS Triggers et qui en fait, à l'intérieur, vous allez pouvoir trouver pour toutes les propriétés CSS qui existent, les différentes étapes qui sont faites par le navigateur pour faire le travail quand il y a une modification de propriété. Et vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont optimisées. Si vous cherchez Opacity Transform, ça fonctionne très bien. Si vous cherchez d'autres, par exemple 8, là il va y avoir beaucoup de calculs et donc il va y avoir des problèmes d'optimisation. Le site est très complet, il y a vraiment toutes les propriétés. Ok, quiz time.
quel CSS sera le plus performant? Ok. On passe à l'étape suivante. Le démon suivant qui arrive, ça va être l'outillage défaillant. Quand on est en train de développer avec Java, on est tout content, on a Sonar. Quand on est sur du JavaScript, on va avoir ESLint. Qu'est-ce qui va exister avec le CSS? Et bien déjà, il y a un outil qui est exactement le même qui est utilisé dans beaucoup de langages, Prettier. Prettier, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? C'est que plutôt que de réfléchir à comment vous allez formater votre code, vous réfléchissez simplement à ce que vous écrivez dans votre code, et c'est Prettier qui s'occupe de formater tout automatiquement. L'avantage, c'est que vous avez facilité à intégrer un nouveau membre d'équipe à l'intérieur de votre équipe, parce que de toute façon, tout est formaté à sa place, c'est clair, c'est toujours la même chose. Et vous êtes payé à prendre des décisions, à faire du code, et non pas à rajouter des espaces ou en enlever. Donc ça vous permet de faire tout ça à votre place. Donc ça, c'est simple. Voilà, on ne perd pas le temps, en conclusion, et on facilite l'intégration d'un nouveau développeur dans l'équipe. Très bien, Prettier c'est bien, mais c'est pas suffisant. Comme on a ESLint en JavaScript, il y a StylLint en CSS. StylLint, il va permettre de proposer des règles de formatage beaucoup plus avancées que ce qu'on va avoir avec Prettier. L'un des gros avantages de StylLint aussi, et c'est pour ça que ça a été créé à la base, c'est qu'il y a la possibilité de rajouter des plugins à l'intérieur de StylLint. Donc par exemple, il y a un plugin qui permet de faire le tri des propriétés CSS à l'intérieur de votre classe, de votre balise en tout cas. Ça, c'est un plugin qui a été rajouté et on existe vraiment beaucoup. Vous allez voir sur StylLint, vous allez voir la liste complète et vous avez quasiment toutes les chances d'avoir la règle que vous voulez à l'intérieur de soit StylLint de base, soit l'un des plugins. Ensuite, l'avantage de StylLint, c'est que si vous codez en CSS, c'est bien, ça fonctionne. Vous codez en Sass, ça fonctionne. En Less, ça fonctionne aussi. SCSS, ça fonctionne aussi. En fait, ça fonctionne avec tout. Derrière, il y a PostCSS. Et donc PostCSS peut formater n'importe quel langage CSS. Et enfin, le dernier avantage de StylLint, c'est qu'il va aussi faire de l'analyse statique et va vous permettre de détecter des erreurs que vous n'auriez pas forcément vues vous-même dans votre code. Donc par exemple, si dans un élément où vous mettez display inline, vous lui mettez aussi une margin, ça ne sert à rien, la margin ne sera pas appliquée. Et là, StylLint va pouvoir le détecter et vous dire, là, tu as mis une propriété, mais elle ne sert à rien, donc tu peux l'enlever. Ou alors, il faut que tu changes le display que tu voulais avoir sur ta propriété. Donc en gros, StylLint, je vous ai mis en bas un lien avec la configuration recommandée de base que vous pouvez installer, qui vous permet d'avoir des règles vraiment de la communauté assez simplement, que vous pourrez après personnaliser. Mais StylLint, c'est le ESLint pour le CSS. Ça permet de faire une première passe avant le code review, pour éviter de remonter tous les problèmes que vous allez pouvoir avoir sur votre review. Et enfin, ça permet toutes les règles tacites que vous avez pu imaginer sur votre CSS, vous les mettez en place et il y a un outil qui va analyser pour vérifier que ce soit bien bon et que ce soit bien correct. Ensuite, comme outil, Storybook. Storybook, ça permet de développer des composants en isolation, complètement à part de votre application. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez créer un fichier story à l'intérieur de Storybook où vous allez écrire sur un format bien particulier un morceau de code et vous allez pouvoir le tester dans une interface que je vais vous montrer juste après qui va vous permettre de visualiser vraiment le composant et de le tester unitairement. Ça fonctionne avec n'importe quel framework, React, Angular, Vue, et ça fonctionne aussi avec du Vanilla.js et du Vanilla CSS si vous faites que de l'intégration. En plus de ça, Storybook peut vous apporter pas mal de trucs en plus. Donc par exemple, l'accessibilité. Vous allez avoir quelque chose qui va permettre de vérifier l'accessibilité. Vous allez pouvoir personnaliser à la volée le contenu, par exemple d'un bouton, pour tester ce que ça donne quand le texte est petit, vous mettez juste Hello à l'intérieur du bouton, ou ce que ça fait quand vous mettez quelque chose de très long comme Bienvenue au Snowcamp, cliquez ici pour rentrer. Ça peut être très long. Et vous allez pouvoir visualiser tout ça. Enfin, donc il y a vraiment beaucoup de plugins aussi. Il y en a d'autres que je peux vous aborder qui sont vraiment sympas. Le côté responsive, d'un côté, et aussi la création de docs avec du Markdown, où vous pouvez justement compléter la visualisation de vos composants avec une documentation, comment ça marche, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça, dans quelle situation on veut le faire. Alors à quoi ça ressemble Storybook? Ça ressemble à ça. On va avoir tous nos composants qui vont être là. Moi, c'est dans le cadre d'une application React que je vous montre.
J'ai un plugin qui me permet de voir ce que ça donne sur un écran, sur un background clair ou sur un background gris clair. Et en bas, on ne voit pas forcément très bien. Ici, je vais avoir un onglet accessibilité. Pour tester l'accessibilité, j'ai de la chance, il y en a 6 qui passent, mais Storybook ne passe pas parce que le vert est trop clair. Les actions, les tests, vous allez pouvoir avoir, donc j'ai avec geste, je vais pouvoir remonter là-dedans. Knobs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure qui permet de transformer automatiquement le texte d'un composant pour visualiser ce que ça donne, etc. etc. C'est vraiment très intéressant. Et donc pour résumer ce que ça fait, ça permet de développer pour n'importe quel framework et du vanilla un composant en isolation et de le tester lui-même de son propre côté, donc éviter toutes les contraintes que vous pouvez avoir avec d'autres composants externes. L'accessibilité est testée, et puis surtout, un point que je n'ai pas abordé, vous allez pouvoir créer une doc pour les PO de votre équipe en disant voilà tous les composants qu'on a, tu peux tous les visualiser. Quand tu veux un nouvel écran, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise comme composant? Vous allez vous dire il faut l'input, il me faut l'alerte, il me faut le machin, et vous pourrez comme ça avancer sur vos fonctionnalités. Pour aller le voir, storybook.js.org pour voir comment ça fonctionne. Je ne vous détaille pas tous ces packages-là, il y a plein de conférences qui vous l'expliquent en détail et qui feront toujours beaucoup mieux que moi parce qu'ils auront toute la conférence pour vous parler d'un seul et même outil. Ok, quiz time. Donc, quel est l'outil parmi les 4 qui n'a pas été présenté dans ce chapitre ? Ok. Alors, le pire, quand on parle de CSS, c'est de dire, là, il faut que j'aligne les éléments. Et là, c'est une catastrophe. Alors, pour ça, il y a des solutions modernes par rapport à ça. La première, c'est pas pour l'alignement, mais c'est des choses qui vont vous permettre aussi de voir quelques aspects qui sont assez intéressants quand vous allez vouloir placer des éléments dans votre page. C'est des nouvelles unités, donc VH, Vmin, VW, Vmax, REM. À quoi ça correspond ? VH, ça veut dire Viewport 8. En fait, ça prend la totalité de l'écran de l'utilisateur. Et 1 Viewport 8, c'est 1% de cet écran-là. Donc si vous voulez quelque chose qui fasse exactement 50% de la hauteur de votre page, c'est 50 VH. Pareil pour VW, Viewport Width, c'est le même principe. Ensuite, on a Vmin et Vmax. Vous pouvez avoir un ordinateur qui va être en mode paysage ou un téléphone qui va être en mode portrait. Le Vmin, il va prendre le plus petit des deux. Donc si on est sur un desktop en mode paysage, ce sera la hauteur. Si on est sur un smartphone en mode portrait, ce sera la largeur. Vmax, vous l'aurez compris, c'est l'inverse, c'est le maximum des deux. Ensuite, vous allez avoir le REM. Le REM, c'est une taille qui est relative par rapport à la taille de texte de l'élément HTML. Donc, si dans votre HTML, dans votre CSS, vous mettez HTML font size 16 pixels, un REM, ce sera 16 pixels. Donc si dans votre code quelque part, vous mettez 8, 3 REM, ce sera 3 fois 16 pixels que vous allez avoir, donc 48 pixels de hauteur. Donc c'est très pratique et ça vous permet aussi de gérer correctement tout ce qui va être zoom sur le navigateur pour les personnes qui ont besoin, si vous étiez dans la conférence sur l'accessibilité tout à l'heure, les personnes qui ont besoin justement d'avoir un texte plus gros parce qu'ils ont des déficiences visuelles par exemple. Le REM permet de le gérer correctement. Donc en conclusion, ça permet de gérer des tailles qui sont relatives par rapport à l'écran et non relativement par rapport à l'élément comme tout ce que vous pouviez connaître en CSS jusqu'à maintenant. Et du coup, ces problèmes de taille relative que vous allez avoir, c'est par exemple, on a un élément où on va dire font size 16, 2M à l'intérieur, ça va être 2 fois 16. Mais ce même élément-là à l'intérieur d'un autre, ça peut être beaucoup moins et vous êtes perdu. Là, vous êtes sûr que c'est bien toujours la même taille. On se base sur le même élément, quelle que soit la disposition de notre bloc HTML dans la page. Ensuite, Flexbox. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Flexbox, c'est un système de boîte qui est fluide et qui va permettre d'aligner le contenu de bien meilleure manière sur le navigateur. Aujourd'hui, Flexbox est supporté par 98% des navigateurs. Les 2% restants, grosso modo, c'est Internet Explorer. Si jamais vous voulez les supporter, vous retournez au premier chapitre où je vous explique pourquoi ce n'est pas une bonne idée de supporter Internet Explorer. Alors,
pour présenter Flexbox, je vais me servir d'un monsieur que vous connaissez peut-être dans le coin. Après tout, il y a des pistes de biathlon pas loin, c'est Martin Fourcade. Et on va essayer de développer en CSS une cible de biathlon. Alors de base, je vais avoir mon pas de tir qui est là, avec mes cibles. Il va être affiché en bloc. Alors moi je suis bien embêté, j'aimerais que ce soit une belle cible correcte, mais je ne sais pas trop comment faire. Et bien pour commencer, je vais mettre une première propriété qui va être displayFlex. La propriété que j'ai mis en dessous, c'est la valeur par défaut de la propriété qu'on verra après. Mais rien qu'en mettant displayFlex, automatiquement, mes cibles se sont mises les unes à côté des autres. Et on a une grille, un système de grille fluide sur l'axe horizontal. Ok, c'est très bien, mais maintenant, sur une cible de biathlon comme ça, normalement, les cibles ne sont pas toutes collées comme ça, elles sont centrées de meilleure manière. Donc, en CSS, on va pouvoir modifier le Justify Content de FlexStart pour mettre, par exemple, FlexEnd. Puis là, on se dit que c'est toujours pas ce qu'on veut. Donc, on veut que ce soit centré. Donc, on met Justify Content Center. Ah oui, c'est bien, mais d'un point de vue physique, là, il n'y a pas d'espace entre les cibles, ça ne marche pas bien. Donc on va pouvoir utiliser, par exemple, Flex Justify Content Space Between. Space Between, c'est bien aussi, mais là, on voit que le problème physique qu'il y a sur le bord de la cible, il apparaît toujours. Donc il y a encore une propriété, et c'est la dernière avec laquelle je vous ai embêté là-dessus, il y en a d'autres, vous pourrez creuser. On va utiliser Space Evenly, et là, on a un espacement entre toutes les cibles sur l'axe des X qui est parfait. Bon, c'est bien, mais maintenant, notre problème de marge, on va l'avoir en haut. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer la hauteur ? Eh bien, on va rajouter une propriété qui s'appelle Align Items. On peut utiliser FlexEnd, qui va nous le mettre à la fin. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit centré. Donc, pas très compliqué. On remplace FlexEnd par Center. Et paf, j'ai une cible de biathlon. La cible de biathlon, si on exclut le style de la cible elle-même, eh ben, on l'a réalisé en seulement 3 propriétés CSS. C'est vraiment hyper simple. Donc je vous présente 3 propriétés CSS parce que c'est celles que vous allez utiliser le plus souvent si vous faites du flex. Et il y en a d'autres, mais il y en a d'autres qui existent. Flex direction de colonne, donc là on a vu qu'on était sur l'axe des X, ça fait automatiquement passer sur l'axe des Y, le système. Donc la cible elle va se mettre non pas horizontalement mais verticalement si on fait ce genre de choses. On va avoir flex wrap égale wrap, c'est-à-dire que de base, le flex, il va fonctionner en mettant tout sur une seule et même ligne. Il ne va jamais retourner à la ligne, il va tronquer tous les éléments pour que ça rentre sur une ligne. Donc flex wrap va permettre de dire à flex si tu as plus de place, rajoute une nouvelle ligne et passe à la ligne. Justify content, on l'a vu. Align item, on l'a vu. Et le dernier, align content, c'est si vous êtes dans le cas d'un flex wrap, vous allez avoir plusieurs éléments par ligne. Vous allez pouvoir utiliser le même principe qu'on a utilisé sur l'axe des X pour séparer les éléments, pour pouvoir répartir sur la ligne nos différentes lignes, mettre des espaces entre, centrer les éléments, les aligner en haut ou en bas, etc. Et enfin, sur la cible en elle-même, on a quelques propriétés. Le align self permet de sortir de ce qu'on avait vu avant. Donc si je reviens sur ma cible avec un align self flex end, cette cible-là va se retrouver en bas, mais juste la dernière si je le mets sur celle-là. Si je le mets sur l'autre, évidemment, ce sera sur l'autre. Je vais pouvoir positionner un élément exactement comme je le veux. Le flex basis shrink et grow, c'est justement pour pouvoir gérer toute cette histoire de comment les boîtes vont être tronquées si jamais il n'y a pas suffisamment de place et comment elles vont grandir automatiquement s'il y a trop de place. Ça, je vous laisserai creuser si vous en avez envie. Et enfin, on a order. On a la possibilité de donner à un élément donné, le placer dans la hiérarchie et d'être capable de dire order 1, il se mettra en premier, même si c'est le dernier qui est déclaré dans votre arborescence. Alors, le flex, vous avez en bas un lien qui est incontournable par rapport au CSS, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, il est extrêmement bien fait. Flex, vous allez quand même l'utiliser que pour des petits morceaux de page, c'est pas utilisé sur des gros blocs de page pour faire la disposition du header, etc. Ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Ça permet de gérer très facilement les alignements et c'est ultra robuste et ultra simple. Comme on l'a vu, en 3 propriétés, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. La deuxième chose qui est arrivée au CSS, c'est le CSS Grid. Le CSS Grid aujourd'hui, c'est 93% de support. CSS Grid, c'est un petit peu comme utiliser les tables, mais en CSS, avec quelque chose qui va être mieux fait. Alors on va rester sur le biathlon et on va avoir une start list dans notre biathlon. Et on a ici le leader de la Coupe du Monde, Martin Fourcade, qui est là avec son dossard orange.
Alors au biathlon, il faut savoir que les coureurs sont alignés et c'est pas la finalité, c'est d'avoir tous les coureurs qui vont être sur trois colonnes de course. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire de toute façon on sait qu'on va utiliser CSS Grid, donc on va rajouter Display Grid. Et là automatiquement on voit que ça s'est réparti pour prendre toute la hauteur et mettre un espacement entre les éléments. Ok, c'est bien, mais comme je vous ai dit, le CSS, enfin le biathlon, on veut qu'il y ait 3 colonnes. Donc les 3 colonnes, on va les rajouter avec Grid Template Column. On va inclure une propriété qui est un petit peu plus compliquée. On va faire repeat 3 fois parce qu'on veut 3 colonnes. Le 1fr étant une nouvelle unité de mesure en CSS qui est une fraction. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on le répète 3 fois et que chaque élément va prendre 1fr. Si je voulais, je pourrais très bien mettre 1fr, 1fr, 2fr, et on aurait la 3e colonne qui serait beaucoup plus large que les autres. Donc là, maintenant, ça y est, je suis content, j'ai mes biathlètes qui sont positionnés suivant l'ordre de départ. Mais j'aimerais bien que sur la fin, il y ait un peu plus d'espace parce qu'ils donnent des grands coups de bâton, il ne faudrait pas qu'ils tapent contre les murs. Donc je vais faire la même chose sur les colonnes. Là, je vais dire par contre, il y en a 4 pour pouvoir laisser un dernier espace qui est complètement vide. Et avec ça, il me rajoute automatiquement une grille. La grille n'est pas dessinée là, mais en fait, vous avez vraiment un système de grille. Si vous utilisez Firefox, le DevTools sont hyper bien faits par rapport à ça. Et vous allez voir toutes les cases extrêmement bien détaillées pour votre CSS Grid. Et ça, on l'a fait encore une fois avec 3 lignes. Ok, on est content, mais Martin Fourcade, c'est le leader de la Coupe du Monde. Donc en fait, il est censé être ici, et pas là où il est. Et bien, on va décider de le placer. La première chose qu'on va faire par rapport à ça, c'est sur la classe athlète Martin, qui représente Martin Fourcade, on va pouvoir lui mettre grid colonne 3. Et on va lui dire qu'en fait, on veut que lui, il soit sur la 3e colonne. Donc là, vu qu'on n'a pas précisé le détail sur les lignes, il commence à s'embrouiller un petit peu par rapport à la manière dont il fait ses calculs, mais on a bien Martin maintenant qui est sur la 3e colonne. Et évidemment, si on veut mettre la ligne sur laquelle il va être, on va mettre grid row, et avec grid row 1, on va avoir Martin qui maintenant va être tout en haut, à droite, comme on a envie de le faire, parce que c'est là où est le leader de la Coupe du Monde. Et voilà, et donc là en fait, avec 5 lignes de CSS, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait et placer l'ordre qui allait bien. Donc c'est pareil, CSS Grid, il y a plein de propriétés. Moi je ne vais pas trop les passer, vous allez voir, il y a un lien aussi qui est très bien fait, vous allez voir. Le seul truc dont je vais parler, c'est le grid row, grid column que vous allez avoir là-bas, avec un slash, qui permet de dire où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on finit. Donc la première, 1/2, ça veut dire que je vais partir de la première colonne et je vais m'arrêter avant la deuxième. Donc en réalité, je prends une seule case. Ça ne sert à rien de mettre le slash 2 dans ce cas-là, mais c'est une syntaxe qui existe. Pour le grid row, c'est le même principe. On met 1/3, ça veut dire qu'en fait, on va prendre 2 cases pour notre bloc. Donc si par exemple, dans notre start list, on avait un chien de traîneau au milieu, qui prend la longueur de 2 biathlètes, et ben on aurait pu le faire comme ça en lui disant, lui, il va prendre 2 cases en hauteur. Le reste, ça ressemble beaucoup à Flex, et si vous voulez creuser CSS Grid, vous pourrez le faire, mais là on est sur des choses qui sont assez avancées. Généralement, c'est votre intégrateur qui va s'en servir, c'est pas forcément vous, mais voilà. En tout cas, si vous voulez le creuser, vous avez en bas le lien qui permet de donner ce guide complet. C'est le même site CSS Tricks que précédent pour Flex, et c'est vraiment incontournable si vous voulez apprendre le CSS Grid. Bref, CSS Grid, qu'est-ce que ça fait? On remplace la structuration avec des tables. On va avoir un système de grille automatique, donc on n'a plus besoin d'utiliser Bootstrap et ses grilles un peu bizarres. Et enfin, c'est très très complet. Là, je vous ai exposé qu'une petite partie, mais on peut aller beaucoup plus loin avec les CSS Grid. Quiz time. Donc, quelle est la valeur existante pour Justify Content de Flexbox? Très bien. Ensuite, on va parler du code mort. Et oui, quand j'écris du CSS, il n'y a absolument rien qui me dit, là, le CSS que j'ai écrit, il n'est plus du tout utilisé. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir par rapport à ça? On a un premier outil où JavaScript va venir à la ressource qui s'appelle UnCSS. Vous avez le dépôt GitHub qui est associé, qui va permettre de faire une analyse statique de votre code pour détecter tout ce qu'il y a dans votre CSS
qui n'est pas utilisé. Alors, il peut y avoir des défauts par rapport à ça, mais ça marche très très bien et vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations comme ça. Autre outil que vous allez avoir, eh ben, c'est les DevTools. Les DevTools, à l'intérieur, il y a un système de code coverage qui va pouvoir vous donner l'ensemble de l'usage de votre CSS et de vos JavaScript. Alors attention, dans ce cas de figure-là, ça ressemble à ça. Si vous n'avez pas navigué sur toutes les pages, il est possible que vous ayez du code qui soit considéré comme mort, parce que Chrome ne l'a pas analysé, il ne l'a pas vu sur la page, donc il considère que vous ne l'utilisez pas. Mais c'est peut-être par exemple en ouvrant une modale que vous allez l'activer. Donc c'est aussi à prendre avec parcimonie et de regarder ce qu'il peut y avoir avec ça. Et enfin, si vous travaillez avec un framework, eh ben, vous pouvez utiliser les JS Import, importer votre CSS directement dans votre application Vue ou votre application React ou Angular. Et en fait, comme ça, dès que le composant n'est pas utilisé, il est inclus à aucun endroit, eh ben, vous êtes tranquille, vous êtes sûr que votre CSS ne sera pas inclus non plus. Et vous n'allez pas surcharger la page avec du code mort. Donc, ce qui n'existe par rapport à ça, au niveau des outils, c'est des systèmes d'analyse statique du code, un CSS. Il faut toujours faire attention à ce qui est lazy loadé. Vous allez avoir des pages qui vont être chargées pas forcément directement, et donc vous pouvez avoir des défauts positifs. Et enfin, si vous avez la possibilité de le faire, incluez le CSS depuis vos composants JavaScript. Ça vous permet d'être sûr que le code mort ne sera pas inclus. Hop, quiz time. Alors, qu'est-ce que nous offrent les DevTools pour détecter un code mort ? Ok, la dernière chose qu'on parle, c'est comment je vais tester le CSS. Tester le CSS, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. On a vu tout à l'heure qu'il y avait Storybook qui permettait de le faire, de visualiser composant par composant ce qu'il se faisait. Mais de manière générale, ce qu'on va pouvoir tester avec le CSS de manière automatisée, c'est tout ce qui est régression, la régression visuelle. Alors pour ça, je vais vous proposer quelques outils. Le premier, ça va être Percy, qui fonctionne très très bien, mais qui est payant, qui va vous permettre en fait de faire des captures d'écran des pages que vous avez voulu sur votre site, et à partir de là, faire une différence entre l'image de référence et la nouvelle image, et vérifier s'il n'y a pas de différence. Au final, vous allez avoir une image en noir et blanc, et avoir en rouge tout ce qui aura pu changer. Vous n'avez plus que besoin de valider la différence, et il va le prendre en compte pour les prochaines fois où il va devoir faire ses screenshots. Cet outil-là est utilisé par beaucoup de grands, Twitter, Google, je crois, Netflix, il me semble, et voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes qui l'utilisent, mais c'est un outil payant. ApplyTools, c'est exactement le même principe, c'est un concurrent qui est un peu moins cher, mais qui est un petit peu moins utilisé. Et enfin, si vous voulez le faire, vous-même, vous n'avez pas envie de payer, vous allez avoir Backstop, ça va demander quelques configurations pour arriver à votre résultat, mais ça fonctionne exactement sur le même principe. Créer les screenshots de base et faire la comparaison. Et enfin, avec Cypress, voilà, mais alors là, vous devez carrément coder vous-même, parce que Cypress peut faire des captures d'écran, mais coder vous-même le système différentiel. Vous avez sur Cypress aussi la possibilité de vérifier le CSS s'il a bien la bonne couleur de fond, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors on va finir, c'est le dernier quiz. Sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on peut tester pour le CSS ? Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous ai présenté les bases et j'espère qu'après vous pourrez creuser tout ce que vous aurez à faire pour vos différents projets. Voilà, pour les questions on n'a plus de temps, mais n'hésitez pas à venir voir si vous avez envie. On va voir qui a gagné la partie. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est arrivé avec faire le tour en 45 minutes, c'est déjà un défi. En tout cas, il a bien réussi à relever le défi. Merci. Il y a le nom des vainqueurs ? Oui, c'est Mathieu. Oui, Mathieu.
Ok, Mathieu, c'est qui Mathieu? Il n'y a pas de Mathieu? Non? Ouais. Troisième alors? Claire? Eh bah très bien, c'est toi qui vas avoir le code pour le t-shirt. Tu viens me voir après et bravo à toi.